Le premier coup de poing a atteint les côtes avec un craquement qui résonna dans l'allée vide. Le second suivit immédiatement, directement au visage, faisant tourner la tête violemment sur le côté. Du sang coula au coin de la bouche, se mêlant à la fine pluie qui commençait à tomber sur la ville endormie. Ils étaient 3 contre 1, et le bruit des coups résonnait entre les murs de briques anciennes comme des tambours annonçant une tragédie imminente. L'homme tombé au sol essayait de se protéger, repliant son corps parmi les flaques d'eau sale. Sa veste en cuir était déchirée dans le dos, révélant un emblème brodé qui brillait sous la faible lumière du lampadaire cassé. À chaque coup de pied reçu, il gémissait doucement, essayant de préserver ce qu'il restait de sa force. Les agresseurs riaient, l'un d'eux cracha par terre avant de lever à nouveau le pied. C'est alors qu'une voix adolescente traversa la nuit. « Arrêtez ça !» Les 3 hommes se tournèrent en même temps, surpris par l'interruption. Là se tenait un garçon maigre, vêtu de vêtements trop grands pour son corps frêle, debout à l'entrée de l'allée. Ses baskets étaient usées, avec des trous sur les côtés, et le t-shirt qu'il portait était taché de saleté accumulée depuis des jours. Ses yeux, pourtant, portaient quelque chose qui ne correspondait pas à sa fragilité physique. Une détermination qui semblait plus grande que lui. « Regardez donc, on a un héros ici », dit le plus grand des 3, un type à la barbe mal taillée et aux tatouages remontant jusqu'au cou. Il fit 2 pas vers le garçon, inclinant la tête avec un sourire cruel. « Retourne dans ton carton, gamin, avant que tu deviennes le prochain. » Le garçon ne bougea pas. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses pieds restèrent fermes sur place. Il regarda l'homme à terre, puis les agresseurs, et quelque chose en lui prit une décision que l'esprit rationnel n'aurait jamais approuvée. Il n'y avait aucune logique là-dedans, seulement l'instinct. L'instinct que certaines choses ne pouvaient tout simplement pas être ignorées. Je dis arrêtez. L'homme à la barbe laissa échapper un rire sec et s'avança. Le premier coup projeta le garçon contre le mur avec une force suffisante pour lui couper le souffle. Il glissa jusqu'au sol, goûtant le sang métallique dans sa bouche. Avant qu'il puisse reprendre son souffle, un coup de pied frappa ses côtes, puis un autre, et encore un autre. La douleur explosa en vagues qui semblaient interminables. Les cris résonnaient dans l'allée, mais personne ne venait. Dans cette partie de la ville, les cris étaient trop fréquents pour éveiller la curiosité. Les fenêtres restaient fermées, les rideaux immobiles, comme si le monde entier avait décidé de regarder ailleurs. Le garçon tenta de se recroqueviller, de protéger sa tête avec ses bras, mais les coups continuaient de tomber sans pitié. « Vous allez le tuer !» La voix rauque du motard s'éleva du sol, faible mais chargée de désespoir. « C'est juste un enfant. »« Et tu aurais dû y penser avant de te mêler de ce qui ne te regardait pas, » répondit l'un des agresseurs, sans même se retourner. Le monde commença à tourner. Les lumières de la rue se transformèrent en flou jaunâtre, la pluie devint un bruit lointain, et le corps du garçon sembla ne plus répondre aux commandes. Il pensa à sa mère, au visage doux qu'il n'avait pas vu depuis des années, à l'étreinte qu'il ne sentirait plus jamais. Il pensa au père qui avait disparu sans explication, ne laissant que silence et questions sans réponse. Il pensa à toutes les nuits passées sous des auvents, aux jours sans nourriture, au froid qui pénétrait jusqu'aux os pendant l'hiver. Mais étrangement, il ne ressentit aucun regret. Il y avait une étrange paix à savoir qu'au moins une fois, il avait essayé de faire ce qui était juste. Les agresseurs s'arrêtèrent enfin. Le plus grand d'entre eux cracha encore une fois et fit un geste à l'intention des 2 autres. « On se casse. Laisse ces 2-là pourrir ici. » Ils disparurent dans la rue latérale, leur rire se perdant au loin jusqu'à devenir un simple écho. Le silence qui suivit était lourd, interrompu seulement par le souffle difficile de 2 corps brisés. Le motard se traîna sur le sol mouillé, gémissant à chaque mouvement, jusqu'à atteindre le garçon. Ses mains tremblantes touchèrent l'épaule du garçon, vérifiant s'il y avait encore de la vie. « Hé, gamin. Hé, reste avec moi. » Les yeux s'ouvrirent lentement, lourds comme du plomb. La vue était floue, mais il pouvait distinguer le visage marqué par une vie dure devant lui. Il y avait des coupures profondes, un œil gonflant rapidement, mais il y avait aussi autre chose, une inquiétude sincère. « Pourquoi tu as fait ça ?» La voix de l'homme sortit tremblante, presque incrédule. Le garçon tenta de parler, mais ne put que tousser, sentant le goût du sang s'intensifier. Il fallut quelques secondes avant que les mots sortent, faibles et entrecoupés. Ce haine n'était pas juste. Des larmes se formèrent dans les yeux du motard. En toutes ces années sur la route, dans toutes les bagarres qu'il avait vues ou auxquelles il avait participé, dans tous les moments difficiles d'une vie qui n'avait jamais été facile, il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Un garçon sans rien, qui n'avait aucune raison de se soucier, avait mis sa propre vie en danger pour un parfait inconnu. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, tenant la petite main dans la sienne, essayant de transmettre chaleur et sécurité. « Ellie. »« Ellie, je vais te sortir d'ici. Tu vas aller bien. Compris »
Je te le promets. Avec une extrême difficulté, le motard réussit à se relever partiellement, s'appuyant contre le mur. Il sortit son téléphone de sa poche avec des mains tremblantes et passa un appel. Sa voix était rauque, brisée par la douleur et l'émotion. « J'ai besoin d'aide. Maintenant. Envoyez une ambulance à l'allée de la rue industrielle avec l'avenue centrale. Et amenez les frères. » Des minutes qui semblèrent des heures passèrent là, sur le sol froid et humide. L'homme resta aux côtés d'Ellie, parlant doucement, le maintenant conscient, promettant des choses qu'il ne savait même pas encore s'il pourrait tenir. Mais à ce moment-là, les promesses étaient tout ce qu'il pouvait offrir. Les sirènes percèrent enfin le silence de la nuit. Des lumières rouges et bleues illuminèrent l'allée, révélant l'étendue de ce qui s'était passé. Les secouristes coururent avec des brancards et des équipements, accompagnés du rugissement des moteurs qui grandissaient au loin. Ils étaient des dizaines. Des motos puissantes qui s'arrêtèrent en formation dans les rues avoisinantes, leurs pilotes portant des vestes en cuir identiques, avec le même emblème que l'homme tombé portait. Ils descendirent rapidement, formant un cercle protecteur autour de la scène, visage sérieux marqué par l'inquiétude. « Ray !» cria l'un d'eux, courant vers le motard blessé. « Que s'est-il passé ?» Ray pointa vers Ellie, qui était placée sur le brancard par les secouristes. Sa voix tremblait lorsqu'il parla. « Ce garçon m'a sauvé la vie. Il a pris des coups qui étaient destinés à moi. » Il fit une pause, essuyant le sang qui coulait de son visage. Il n'avait rien, ne me connaissait pas, mais il s'est interposé face à 3 types armés pour me défendre. Un lourd silence tomba sur le groupe de motards. Ils regardèrent le garçon porté vers l'ambulance, si petit, si frêle, mais ayant montré un courage que beaucoup d'hommes adultes n'auraient jamais eu. « Qui est-il » demanda quelqu'un. « Un gamin des rues. Il n'a personne. » Ray respira profondément, sentant la douleur irradier dans tout son corps, mais l'ignorant complètement. « Mais maintenant il a nous. Maintenant il a nous. » Les secouristes travaillaient rapidement, vérifiant les signes vitaux, stabilisant les blessures, préparant le transport. Ray refusa d'être transporté en premier, insistant pour qu'il s'occupe d'Ellie d'abord. Il monta dans l'ambulance avec lui, tenant la main du garçon tout au long du trajet jusqu'à l'hôpital. Les portes des urgences s'ouvrirent dans un tourbillon de mouvements et d'urgences. Médecins et infirmières prirent le contrôle, posant des questions rapides tout en poussant les brancards dans les couloirs blancs. Ray fut séparé d'Ellie, emmené dans une salle, tandis que le garçon disparaissait par une autre porte. Dans la salle d'attente, les motards commencèrent à arriver. D'abord 5, puis 10, puis 20. En quelques heures, l'hôpital était entouré de dizaines de motos, et des hommes en veste de cuir remplissaient les couloirs. Ils ne faisaient pas de bruit, ne causaient pas de problème, attendaient simplement en silence, unis par quelque chose qui transcendait les mots. La nouvelle se répandit rapidement parmi la fraternité. Les messages volaient sur les téléphones, les appels traversaient la ville, et d'autres motards continuaient d'arriver. Ce que ce garçon avait fait n'était pas seulement un acte de courage, c'était quelque chose qui touchait aux valeurs qu'il considérait sacrées. Loyauté, sacrifice, fraternité. Si vous aimez cette histoire et voulez savoir ce qui se passe quand Ellie se réveillera et découvrira que sa vie ne sera plus jamais la même, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage incroyable. La lumière fluorescente de la chambre d'hôpital clignotait de manière irrégulière, créant des ombres qui dansaient sur les murs blancs. Ellie ouvrit lentement les yeux, confus par l'environnement propre et ordonné autour de lui. Il fallut quelques secondes pour comprendre où il se trouvait. L'odeur d'antiseptique envahit ses narines, et la douleur lancinante dans tout son corps lui rappela brutalement les événements de la nuit précédente. Il essaya de s'asseoir, mais un gémissement s'échappa de ses lèvres. « Côte fracturée », avait dit le médecin plus tard. Légère commotion, hématome sur tout le corps, coupure nécessitant des points de suture. Mais il était vivant, et cela seul était un miracle compte tenu de ce qu'il avait affronté. La porte s'ouvrit doucement et Ray entra, boitant légèrement. Son visage était encore marqué par des bleus et des coupures, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une douceur qui contrastait avec l'apparence rude du motard expérimenté. Il tenait 2 gobelets de café chaud, la vapeur s'élevant en spirale paresseuse. « Tu es réveillé », dit Ray, sa voix exprimant un profond soulagement. Il tira une chaise et s'assit à côté du lit, tendant un des gobelets à Ellie. « Le café de l'hôpital est horrible, mais il est chaud. » Ellie prit le gobelet avec des mains tremblantes, sentant la chaleur réconfortante contre ses paumes. Il prit une petite gorgée, grimaçant devant le goût amer. « Combien de temps ai-je dormi ?»« Presque 2 jours. Les médecins ont dit que ton corps avait besoin de repos pour commencer à se rétablir. » Ray se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. « Ellie, j'ai besoin de savoir. Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne me connaissais pas, tu ne me devais rien.
Pourquoi risquer ta vie de cette façon? Le garçon resta silencieux un moment, regardant le liquide sombre dans le gobelet. Ses mots sortirent bas, presque en chuchotement. Ma mère disait toujours qu'on ne tourne pas le dos quand quelqu'un a besoin d'aide. Que la seule chose qui nous sépare des animaux est la capacité de choisir de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Il fit une pause, avalant difficilement. Elle est morte il y a 3 ans. Cancer. On n'avait pas d'argent pour le traitement. Ray sentit une pression sur sa poitrine. Et ton père? Il est parti quand j'avais 12 ans. Il a dit qu'il ne pouvait plus gérer la situation, qu'il avait besoin d'un nouveau départ. La voix d'Ellie portait une douleur ancienne, de celle qui ne cicatrise jamais complètement. Il n'est jamais revenu. Pas même pour ses funérailles. Je suis désolé, gamin. J'ai appris à survivre dans la rue. Ce n'était pas facile, mais on apprend vite ou on ne dure pas longtemps. Ellie regarda enfin Ray, ses yeux révélant une maturité qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. Alors quand j'ai vu ces hommes te frapper, je n'ai juste pas pu laisser faire. Même sachant que je n'avais aucune chance. Ray passa une main sur son visage, sentant les émotions menacées de déborder. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, rencontré toutes sortes de personnes, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un avec un cœur aussi pur que ce garçon qui n'avait rien mais était prêt à tout donner. Tu m'as sauvé la vie, Ellie. Et j'ai l'intention de te le rendre. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, la porte s'ouvrit à nouveau. Une assistante sociale entra, portant un clipboard et arborant un sourire professionnel qui n'atteignait pas les yeux. C'était une femme d'âge moyen, cheveux attachés en un chignon serré et lunettes suspendues à une chaîne autour du cou. Bonjour. Je m'appelle Jennifer, je suis assistante sociale à l'hôpital. Je dois poser quelques questions aux jeunes patients. Elle regarda Ray avec une expression qui laissait clairement entendre qu'elle souhaitait un moment de confidentialité. Ray fit un geste pour se lever, mais Ellie attrapa son bras. Il peut rester. Jennifer hésita un instant, puis acquiesça. Elle s'assit sur l'autre chaise disponible et commença à feuilleter ses papiers. Ellie, nous devons discuter de ta situation. Tu es mineure, et selon les registres, tu n'as pas de représentant légal. Cela signifie que nous devons faire intervenir les services de protection de l'enfance. Qu'est-ce que ça signifie? Demanda Ellie, sa voix chargée d'appréhension. Cela signifie que tu seras placé temporairement dans un foyer, jusqu'à ce que nous trouvions une solution plus permanente. Cela peut être une famille d'accueil ou... Je veux rester avec lui, interrompit Ray, se désignant lui-même. J'assume la responsabilité. Jennifer le regarda avec un scepticisme évident. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas si simple. Il y a un processus rigoureux, vérification des antécédents, évaluation. De plus, elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Votre style de vie peut ne pas être considéré comme approprié pour la garde d'un mineur. Mon style de vie. Ray sentit la colère monter. J'ai une maison, un travail stable comme mécanicien, je n'ai jamais eu de problème sérieux avec la loi. Qu'est-ce qui dans mon style de vie est inapproprié? Jennifer désigna discrètement la veste en cuir accrochée à la chaise, avec l'emblème des Hells Angels clairement visible. L'association avec certains groupes peut soulever des inquiétudes pendant le processus d'évaluation. C'est ridicule, se leva Ray, la voix montant. Ce garçon m'a sauvé la vie et vous voulez le mettre dans un foyer surpeuplé où il ne sera qu'un numéro de plus. Je comprends votre gratitude, mais je dois penser à ce qui est le mieux pour l'enfant à long terme. Les foyers ont des protocoles, supervision. Les foyers ont des enfants qui s'échappent chaque semaine, de la drogue qui circule, de la violence que personne ne veut admettre, répliqua Ray, son expérience des rues lui donnant à savoir que Jennifer préférait ignorer. Je connais ce système. Il va engloutir le garçon et le recracher dans la rue en moins d'1 an. Jennifer serra les lèvres en une ligne fine. Je vais avoir besoin que vous vous calmiez ou je devrais vous demander de sortir. Je veux rester avec Ray. La voix d'Ellie rompit la tension croissante. Les 2 adultes se tournèrent vers lui. Le garçon était assis sur le lit, poing serré sur les draps blancs. Il est la seule personne qui se soit souciée de moi depuis 3 ans. Je n'irai dans aucun foyer. Ellie, tu ne comprends pas toutes les implications. Je comprends parfaitement, l'interrompit-il, sa voix ferme malgré son corps frêle. Je sais ce que c'est que de vivre dans la rue, je sais ce que c'est de n'avoir personne. Et je sais reconnaître quand quelqu'un se soucie vraiment de toi. Ray se soucie. Plus que n'importe quel système ne pourra jamais se soucier. Jennifer soupira profondément, massant ses tempes. Je vais être franche avec vous. Même si je voulais faciliter cela, il y a des procédures à suivre. Ray devrait passer par des vérifications approfondies, suivre des cours de préparation à la tutelle, faire inspecter sa maison. Cela prend du temps,
Et pendant ce temps, Ellie doit être sous soins officiels. Combien de temps? Demanda Ray, sa voix plus calme maintenant, mais toujours déterminée. Minimum 3 mois, possiblement 6 ou plus. Ellie sentit son cœur sombrer. 3 mois semblaient une éternité. Il avait déjà suffisamment expérimenté les institutions lorsque sa mère était malade pour savoir qu'il ne voulait pas revenir dans ce type d'environnement. La sensation d'être juste un cas de plus, un problème à gérer, était étouffante. Ray remarqua l'angoisse sur le visage du garçon et prit une décision. Très bien. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Tous les cours, toutes les vérifications, toutes les inspections. Mais je veux qu'il soit officiellement noté que mon intention est d'obtenir la garde permanente d'Ellie. Jennifer prit quelques notes sur son clipboard, son visage gardant l'expression neutre de quelqu'un qui avait vu de nombreuses promesses être brisées. Je vais initier le processus. Mais je dois être clair, il n'y a aucune garantie. Le juge responsable aura le dernier mot, et si des indices montrent que l'environnement n'est pas approprié, la demande sera rejetée. Je comprends. Après le départ de Jennifer, un lourd silence s'abattit sur la chambre. Ellie regardait ses propres mains, ressentant un mélange d'espoir et de peur. Espoir de finalement avoir quelqu'un, de peut-être trouver un endroit appelé maison. Peur que cela ne soit qu'une autre promesse vide que le destin lui arracherait. Et, appela doucement Ray, touchant l'épaule du garçon. Je n'abandonnerai pas. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe les obstacles qui se mettront sur notre chemin. Tu m'as donné une seconde chance cette nuit-là, et je ferai tout pour te donner la même chose. Et s'ils ne veulent pas? Et s'ils décident que tu n'es pas apte? Alors on trouvera un autre moyen. Il y a toujours un autre moyen. Ray sourit, une expression chaleureuse qui adoucissait les cicatrices et les marques dures de son visage. Tu n'es plus seule, Ellie. Tu te souviens quand je t'ai dit que maintenant tu as nous? Je ne parlais pas seulement de moi. Toute la fraternité est de ton côté. Comme en réponse à ces paroles, la porte s'ouvrit encore une fois. 3 motards entrèrent, portant des sacs en papier avec de la nourriture qui sentait infiniment meilleure que tout ce que l'hôpital pouvait offrir. L'un d'eux, un homme grand à la barbe grisonnante, sourit en voyant Ellie éveillée. Regarde qui est revenu parmi les vivants. On a apporté de vrais hamburgers, parce que cette nourriture d'hôpital ne sert même pas à nourrir un chien. Ils distribuèrent la nourriture, transformant la chambre stérile en quelque chose de plus proche d'une réunion familiale. Ils parlèrent, rirent, racontèrent des histoires, et pour la première fois depuis des années, Ellie ressentit quelque chose qu'il avait oublié, un sentiment d'appartenance. Mais tandis qu'il mangeait et écoutait les histoires, une partie de son esprit ne pouvait s'empêcher de penser aux 3 hommes qu'il avait battus. Qui étaient-ils? Pourquoi attaquaient-ils Ray? Et plus important, savait-il que Ray lui avait survécu? Ces questions resteraient sans réponse pour l'instant, mais elles semaient des graines d'inquiétude qui grandiraient dans les jours suivants. Car quelque part dans la ville, loin de la chaleur de cette chambre d'hôpital, des décisions étaient prises qui allaient tout changer à nouveau. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit dans l'allée. Ellie se trouvait maintenant dans un foyer temporaire à la périphérie de la ville, un bâtiment gris de 3 étages abritant 42 enfants d'âge et d'histoires tout aussi tristes. L'endroit sentait le désinfectant bon marché et la nourriture réchauffée, et les couloirs résonnaient des cris et des bagarres constantes. Il partageait une chambre avec 5 autres garçons. Les lits étaient des lits superposés en métal rouillé, les matelas trop fins pour offrir un réel confort. La nuit, le froid pénétrait par les fenêtres mal isolées, et le bruit rendait presque impossible de bien dormir. Mais Ellie avait déjà connu pire. Ce qui le dérangeait vraiment, c'était la sensation d'être prisonnier, de voir sa liberté contrôlée par des règles et des horaires stricts. Ray venait le voir chaque fois qu'il le pouvait, apportant nourriture, vêtements neufs et surtout, de l'espoir. Il respectait toutes les exigences bureaucratiques, fréquentant des cours sur la tutelle responsable, passant par des entretiens interminables, chaque aspect de sa vie étant disséqué par des assistants sociosceptiques. Sa maison avait été inspectée 3 fois, son historique financier entièrement révisé, et même ses amis motards avaient été interrogés comme référence de caractère. « Comment ça se passe ici ?» demanda Ray lors d'une de ses visites, s'asseyant dans la salle commune du foyer. C'était un espace aux murs écaillés, avec de vieux canapés et une télévision qui fonctionnait à moitié. Ellie haussa les épaules, ne voulant pas l'inquiéter. « C'est supportable. » Mais Ray reconnaissait un mensonge quand il en entendait un. Il remarqua les nouveaux hématomes sur le bras du garçon, la façon dont il regardait nerveusement les coins de la pièce, la tension constante dans ses épaules. « Qui te dérange ?»« Personne. Juste, certains garçons n'aiment pas les nouveaux. » « Ellie. » Le ton de voix fit soupirer le garçon. Il y a un groupe dirigé par un plus âgé, 17 ans. Ils pensent qu'ils commandent ici. Ils prennent la nourriture des plus jeunes, font des menaces, ce genre de choses.
Je ne m'en mêle pas, mais ils n'aiment pas que je n'ai pas peur d'eux. La colère monta en Ray. Il aurait voulu pouvoir sortir Ellie de là immédiatement, mais savait que tout mouvement précipité pourrait ruiner ses chances d'obtenir la garde légale. Jennifer cherchait déjà des excuses pour refuser la demande. Il ne pouvait pas lui donner de munitions. Tiens bon encore un peu. Je fais tout correctement, je respecte chaque règle. Bientôt, tu sortiras d'ici. Je sais. J'ai confiance en toi. Ellie força un sourire, essayant de paraître plus courageux qu'il ne se sentait. Mais cette nuit-là, après le départ de Ray, les choses dégénérèrent. Ellie se trouvait dans la salle de bain commune en train de se brosser les dents lorsque le chef du groupe et 2 de ses acolytes entrèrent. La porte se referma derrière eux avec un clic menaçant. « Je croyais avoir été clair sur le fonctionnement ici », dit le plus âgé, les bras croisés. Il était grand pour son âge, avec des muscles développés de quelqu'un qui avait déjà passé du temps dans des institutions plus sévères. « Tu ne parles à personne de ce qui se passe ici. Surtout pas à ce motard qui vient en visite. »« Je n'ai rien dit », répondit calmement Ellie, recrachant le dentifrice dans le lavabo. « Menteur. J'ai vu comment tu l'as regardé aujourd'hui. Comme si tu demandais de l'aide. Je parlais juste à un ami. » Le chef fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel d'Ellie. « Tu n'as pas d'amis ici, gamin. Tu dois apprendre ta place. » Le premier coup arriva rapidement, frappant Ellie au ventre. Il se plia de douleur, mais ne cria pas. Il savait que crier ne ferait qu'empirer les choses. Les employés du foyer étaient trop occupés ou se fichaient de ce qui se passait hors de leur vue. Les 2 autres se joignirent à lui, le poussant contre le mur, proférant des menaces sur ce qui arriverait s'il parlait. Ellie endura en silence, comptant les secondes jusqu'à ce qu'il se fatigue et s'en aille. Lorsqu'il se retrouva enfin seul, il glissa sur le sol froid de la salle de bain, serrant ses genoux contre sa poitrine. Pour la première fois depuis la nuit dans l'allée, il sentit des larmes brûler ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de douleur physique, mais de frustration, de fatigue, de sentiment d'être pris au piège dans un cycle sans fin. Il avait fait ce qu'il fallait en sauvant Ray, mais parfois, l'univers semblait seulement punir la bonté. Puis il se souvint des mots de sa mère. « Ce qui est juste est rarement facile, mon fils. Mais c'est ce qui nous rend humains. » Ellie essuya ses larmes et se releva. Il ne laisserait pas ces brutes briser son esprit. Pas après tout ce qu'il avait déjà survécu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ray participait à une réunion qui allait tout changer. Le club des Hells Angels avait un siège, un grand entrepôt industriel converti où les membres se réunissaient pour discuter affaires, planifier des événements et simplement se retrouver. C'était un lieu sacré pour eux, plein d'histoires et de traditions. Cette nuit-là, plus de 50 motards étaient présents. Le président du chapitre, un homme nommé Dutch avec plus de 20 ans de route, frappa le marteau sur la table pour lancer la réunion officielle. « Tous ici savent pourquoi nous sommes réunis », commença Dutch, sa voix grave résonnant dans l'espace. Ray nous a raconté l'histoire du garçon qui a sauvé sa vie. Et franchement, ce que ce gamin a fait montre plus de courage et d'honneur que beaucoup d'hommes adultes que je connais. Des murmures d'accord parcoururent la salle. Le problème, c'est que le système fait ce qu'il sait faire de mieux, compliquer les choses. Ray saute à travers tous les cerceaux bureaucratiques, mais il y a encore de la résistance. Certaines personnes pensent qu'un membre de notre club ne devrait pas avoir la garde d'un enfant. Dutch fit une pause, laissant l'indignation remplir le silence. Je propose donc que nous fassions ce que nous faisons de mieux. Montrons à cette ville qui nous sommes vraiment. « Que as-tu en tête » demanda quelqu'un. « Une démonstration de solidarité. Quelque chose qui montre clairement que ce garçon n'est pas seulement important pour Ray, mais pour toute la fraternité. Quelque chose qui montre que quand on attaque l'un de nous, on attaque tous. » Un motard plus jeune se leva. « Nous pouvons organiser une manifestation pacifique au tribunal. Montrer que nous avons du monde, que nous sommes une communauté légitime. » « Bonne idée, mais il nous faut plus, » ajouta un autre. « Nous devons changer la narrative. Les médias adorent nous peindre en méchants. Donnons-leur une autre histoire. » Ray, qui était resté silencieux jusque-là, parla enfin. « Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit qui puisse nuire à vos propres vies. C'est mon problème. » « Non, » coupa Dutch fermement. « Quand tu es devenu notre frère, tes problèmes sont devenus les nôtres. C'est ainsi que ça fonctionne. Toujours été, toujours sera. » La salle explosa en accord, les voix se superposant en soutien. Il fut décidé alors, ils organiseraient non seulement une manifestation, mais toute une campagne. Ils raconteraient l'histoire complète, depuis l'acte de courage d'Ellie jusqu'au combat de Ray pour offrir une vie meilleure aux garçons. Ils utiliseraient les réseaux sociaux, parleraient aux journalistes locaux, organiseraient des événements caritatifs. Mais il y avait autre chose.
Dutch en parla seulement au cercle interne après la fin de la réunion officielle. « Ces 3 hommes qui ont attaqué Ray, dit-il, sa voix basse et menaçante. Quelqu'un a découvert qui ils sont. » Un des membres les plus anciens, responsable de ce type d'enquête, acquiesça. « Ce sont des mercenaires engagés. Quelqu'un a payé pour donner une leçon à Ray, mais la personne derrière ça est encore inconnue. » Pourquoi quelqu'un voudrait faire du mal à Ray? Il enquêtait sur quelque chose depuis quelques semaines. Vous vous souvenez de ce réseau de trafic que nous avons découvert près de l'école du centre? Ray collectait des informations pour les transmettre à la police. Tout devint clair d'un coup. Ray s'était impliqué dans quelque chose de dangereux sans en mesurer pleinement les conséquences. Et maintenant, sans le vouloir, Ellie était également impliquée. « Nous devons protéger le garçon », dit Dutch avec fermeté. Si celui qui a engagé ces hommes découvre que Ray et le témoin ont survécu, il pourrait essayer de finir le travail. Il fut donc décidé que le foyer serait surveillé discrètement. Des membres du club feraient des rondes, garantissant qu'il ne se passe rien à Ellie pendant qu'il y était. Ray ne devait pas encore savoir, pour ne pas s'inquiéter davantage, mais des mesures étaient prises. Le lendemain matin, Ellie se réveilla avec une surprise. Une des employées du foyer, une femme plus âgée nommée Teresa, qui avait toujours été gentille avec lui, l'appela dans un coin discret. « Ellie, je dois te dire quelque chose, mais tu ne peux le dire à personne, » murmura-t-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « J'ai reçu un appel anonyme hier soir. Quelqu'un a proposé une somme importante d'argent si je te transférais dans un autre foyer plus isolé. Ils ont dit que c'était pour ta propre protection, mais... » Elle hésita. Ça ne semblait pas correct. Ça ressemblait à une menace déguisée. Le cœur d'Ellie s'accéléra. « Que as-tu répondu ?»« J'ai refusé et raccroché. Mais tu dois rester vigilant. Ne fais pas confiance aux étrangers, ne sors pas seul, et si quelqu'un essaie de t'emmener d'ici de force, crie. Crie très fort. » Ellie acquiesça, sentant un frisson parcourir son échine. Les choses étaient plus compliquées qu'il ne l'imaginait. Cette nuit dans l'allée n'avait pas été qu'une bagarre aléatoire. Il se passait quelque chose de plus grand, quelque chose de dangereux qu'il ne comprenait pas entièrement. Il devait prévenir Ray. Mais comment faire sans éveiller les soupçons? Les appels du foyer étaient surveillés, et il n'avait pas de téléphone portable. La réponse vint de manière inattendue. Pendant la récréation de l'après-midi, alors qu'il se trouvait dans la cour extérieure, Ellie remarqua une moto connue arrêtée de l'autre côté de la rue. Ce n'était pas Ray, mais un des autres motards qui avait rendu visite à l'hôpital. L'homme fit un signe discret de la tête, indiquant qu'il était là pour surveiller. Ellie ressentit un immense soulagement. Il n'était pas seul. Même quand il semblait que tout le monde était contre lui, il y avait des personnes prêtes à le protéger. Des personnes qui voyaient de la valeur en lui quand personne d'autre ne le voyait. Cette nuit-là, allongé sur son lit inconfortable du foyer, Ellie prit une décision. Il ne serait plus passif. Il n'attendrait plus que les adultes règlent tout. S'il y avait un danger, il devait être prêt. Il devait être malin, vigilant, et surtout, protéger les personnes qui désormais se souciaient de lui autant qu'il se souciait d'elles. L'audience s'était fixée un jeudi pluvieux de mars. Le tribunal était un imposant bâtiment en pierre au centre-ville, avec de hautes colonnes et un escalier qui semblait conçu pour intimider. Ray s'était levé tôt ce matin-là, s'habillant avec soin. Costume sombre, cravate discrète, cheveux coiffés en arrière. Il semblait mal à l'aise dans ses vêtements formels, mais prêt à tout pour augmenter ses chances. Ellie avait lui aussi reçu de nouveaux vêtements. Une chemise blanche repassée, un pantalon de costume un peu trop grand, et des chaussures encore rigides car jamais portées. Teresa l'aida à s'habiller, ajustant sa cravate avec des mains douces. « Tu vas t'en sortir, » dit-elle en souriant pour l'encourager. « Sois simplement toi-même. » Lorsque Ray arriva pour le chercher, accompagné d'un avocat engagé par le club, Ellie ressentit un mélange de nervosité et d'espoir. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il trouverait à l'extérieur du tribunal. La rue entière était remplie de motos. Pas seulement des dizaines, mais des centaines. Alignées en formation parfaite, s'étendant sur plusieurs pâtés de maisons. Et à côté de chaque moto, un motard portant la veste en cuir caractéristique, debout, en position respectueuse. Le silence était assourdissant, seulement brisé par le vent agitant les drapeaux américains que beaucoup tenaient. « Mon Dieu !» murmura Ellie, les yeux écarquillés en essayant de comprendre la scène devant lui. Ray posa une main sur l'épaule du garçon, la voix chargée d'émotion. Ils viennent de 5 États différents. Ils ont passé la nuit à voyager juste pour être ici aujourd'hui. Pour toi. Alors qu'ils montaient les marches du tribunal, les motards commencèrent à applaudir. Ce n'était pas une ovation bruyante ou chaotique, mais un applaudissement rythmique et respectueux qui résonnait entre les bâtiments. Les passants s'arrêtaient pour observer,
Des téléphones apparaissaient pour capturer le moment, et même les agents de sécurité du tribunal semblaient impressionnés par cette démonstration organisée. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Morrison était déjà assise à sa table élevée. C'était une femme dans la soixantaine, aux cheveux gris attachés en chignon et aux lunettes posées sur le nez. Sa réputation la précédait, juste mais extrêmement stricte, surtout dans les affaires impliquant des mineurs. Jennifer, l'assistante sociale, était déjà présente, avec ses dossiers bien organisés et une expression mêlant professionnalisme et scepticisme à peine dissimulée. À côté d'elle, à la surprise générale, se tenait un homme en costume chair que personne n'attendait. « Votre honneur », se leva l'homme, ajustant les poignets de sa chemise. « Je m'appelle Richard Palmer, et je représente un intérêt que je crois pertinent pour cette affaire. » La juge Morrison fronça les sourcils. « Monsieur Palmer, je ne vois pas votre nom sur les documents. Quel est exactement votre intérêt dans cette procédure ? » « Je représente la famille des parents biologiques du mineur, plus précisément le grand-père paternel qui a récemment appris l'existence d'Ellie. » Le choc parcourut la salle comme une onde électrique. Ellie sentit son cœur s'arrêter un instant. Grand-père ? Son père n'avait jamais mentionné de famille. Ray serra les poings, sentant que quelque chose n'allait pas. « Pouvez-vous expliquer ?» demanda la juge, le visage neutre mais attentif. Palmer ouvrit un dossier et commença à présenter des documents. « Mon client, M. Thomas Wright, est un homme d'affaires respecté qui a perdu le contact avec son fils il y a plus de 10 ans après un différend familial. Il n'a appris que récemment, grâce à la couverture médiatique de cette affaire, qu'il avait un petit-fils. Naturellement, en tant que parent biologique, il souhaite obtenir la garde de l'enfant et lui offrir toutes les opportunités qu'une famille stable et financièrement sûre peut fournir. « C'est absurde !» s'exclama Ray, se levant malgré le regard d'avertissement de son avocat. Où était cet homme quand Ellie dormait dans la rue? Où était-il quand le garçon avait besoin de nourriture, d'un abri, de quelqu'un qui se soucie de lui? « Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît, » ordonna la juge fermement. « Il y aura le temps pour que toutes les parties s'expriment. » Palmer continua, sa voix calme et posée. « Mon client n'était malheureusement pas au courant de la situation. Lui et son fils ont eu une rupture douloureuse, comme beaucoup de familles le connaissent. Mais cela ne diminue en rien son droit légal et moral de s'occuper de son propre sang. Il est prêt à offrir à Ellie une éducation dans des écoles privées, des soins médicaux de première qualité, et un futur que, franchement, un mécanicien avec des associations douteuses ne peut simplement pas offrir. » Ellie sentit son sang bouillir. Il regarda l'homme en costume, avec ses mots polis et son faux air de sollicitude, et vit exactement ce que c'était, une supercherie. « Je voudrais parler, » dit Ellie, sa voix perçant la tension de la salle. La juge Morrison le regarda, surprise. « Ellie, bien que votre opinion soit importante, ce n'est pas protocolaire. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, j'ai 16 ans. Je suis assez vieux pour savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et je ne veux rien avoir à faire avec un grand-père qui ne m'a jamais cherché jusqu'à ce que cela devienne pratique. » Le silence qui suivit était dense. Palmer sembla vouloir protester, mais la juge leva la main pour demander le silence. Elle étudia Ellie longuement, comme si elle essayait de lire au-delà des mots. « Continuez, » dit-elle simplement. Ellie prit une profonde inspiration, se souvenant de tout ce qu'il avait traversé, de chaque nuit froide, chaque jour sans nourriture, chaque moment où il aurait souhaité avoir quelqu'un. « Mon père m'a abandonné quand j'avais 12 ans. Il savait que ma mère était malade, qu'on n'avait pas d'argent, et pourtant il est parti. Et si ce grand-père existait tout ce temps, pourquoi n'est-il jamais venu? Pourquoi n'a-t-il jamais essayé de retrouver son propre fils ou de savoir s'il avait des petits-enfants? »« Ellie, vous ne comprenez pas les complexités, » commença Palmer, mais le garçon l'interrompit. « Je comprends parfaitement. Je comprends que Ray ne me devait rien. Je comprends qu'il aurait pu continuer sa vie et oublier le gamin qui est intervenu cette nuit-là. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté avec moi à l'hôpital, il a visité le foyer toutes les semaines, il a suivi tous les cours ridicules exigés par le système. Il s'est battu pour moi alors que personne ne se souciait de savoir si j'étais vivant ou mort. » L'émotion commençait à fissurer sa voix, mais il continua. « Et peut-être que Ray n'a pas l'argent de ce mystérieux grand-père. Peut-être qu'il ne peut pas m'envoyer dans une école privée ou m'offrir un futur de conte de fées. Mais il m'a donné quelque chose de beaucoup plus important, il m'a donné de l'espoir. Il m'a montré qu'il existe encore de la bonté dans ce monde, que des gens se soucient sans rien attendre en retour. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Ray, qui essayait vainement de les retenir. Même l'avocat à ses côtés semblait ému. La juge Morrison retira ses lunettes et les nettoya lentement, un geste plus destiné à prendre le temps de traiter les émotions qu'à essuyer des vers embués. Quand elle parla enfin, sa voix était différente, plus douce mais toujours chargée d'autorité. « Monsieur Palmer,
je vais avoir besoin de documents complets prouvant le lien familial de votre client, y compris des tests ADN si nécessaire. De plus, je veux une enquête complète sur les raisons pour lesquelles ce supposé grand-père n'a jamais signalé la disparition de son fils, ni fait le moindre effort documenté pour retrouver d'éventuels petits-enfants. Palmer sembla mal à l'aise pour la première fois. Votre honneur, cela prendra du temps. Alors je suggère de commencer immédiatement. Elle se tourna vers Jennifer. Et pour les rapports concernant Ray Mitchell, où en sommes-nous? Jennifer feuilleta ses dossiers, l'expression moins confiante qu'auparavant. Toutes les vérifications de casier sont claires. La maison a été inspectée et jugée adéquate. Il a suivi tous les cours requis et a un emploi stable. Les références de caractère sont étonnamment positives. Étonnamment. Jennifer hésita. Je reconnais que j'avais des préjugés initiaux liés à l'association de M. Mitchell avec les Hells Angels. Mais après enquête approfondie, j'ai découvert que le club local a plusieurs programmes communautaires, y compris des collectes de fonds pour un hôpital pour enfants et des événements de sensibilisation à la sécurité routière. C'est alors que cela se produisit. La porte de la salle d'audience s'ouvrit brusquement et 2 policiers entrèrent rapidement, suivis d'un détective qui aurait reconnu des enquêtes sur le trafic. « Votre honneur, je m'excuse pour l'interruption, mais c'est urgent », dit le détective en montrant son badge. Il pointa Palmer. « Cet homme est sous enquête. Il ne représente aucun grand-père. Il a été engagé pour tenter d'obtenir la garde d'Ellie par des personnes impliquées dans le trafic que nous enquêtons. » Le choc éclata dans la salle. Palmer tenta de se lever et de sortir, mais les policiers le bloquèrent. La juge frappa son marteau à plusieurs reprises, essayant de rétablir l'ordre. « Pouvez-vous expliquer, détective ?» exigea-t-elle. Ray Mitchell collectait des preuves contre une opération de trafic utilisant des mineurs comme mules. Ils ont essayé de l'éliminer, mais Ellie est intervenue. Maintenant, ils veulent le garçon sous leur garde pour s'assurer qu'aucun témoin ne parle. Palmer a été payé pour inventer cette histoire du grand-père et la faire passer pour légitime. Tout devint clair d'un coup. Les menaces voilées, la tentative de transférer Ellie dans un autre foyer, l'apparition opportuniste d'un parent inconnu. Il ne s'agissait pas de famille ou de droit. Il s'agissait de réduire au silence des témoins et de protéger un business sale. Palmer fut escorté hors de la salle menottée, criant sur ses droits et son avocat. La confusion mit plusieurs minutes à se dissiper, la juge Morrison essayant de traiter le retournement dramatique des événements. Lorsque l'ordre fut enfin rétabli, elle regarda directement Ray et Ellie. Son visage était difficile à lire, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Peut-être du respect, peut-être de l'admiration, ou simplement la reconnaissance que parfois la vraie famille n'a rien à voir avec le sang. Compte tenu des circonstances extraordinaires de cette affaire, et considérant non seulement les qualifications de M. Mitchell, mais aussi le lien émotionnel évident entre lui et le mineur, je suis prête à prendre une décision. Le silence dans la salle était absolu. Chacun retenait son souffle, attendant les mots qui changeraient des vies. Ma décision est d'accorder la garde temporaire d'Ellie à M. Ray Mitchell, avec révision dans 6 mois pour conversion en garde permanente. J'espère voir les 2 prospérer lors de notre prochaine rencontre. Le coup de marteau résonna comme un tonnerre. Pendant un instant, personne ne bougea, comme s'il craignait que respirer ne défasse le moment. Puis Ray tira Ellie dans une étreinte forte, tous 2 tremblants d'émotions accumulées après des semaines d'incertitude et de peur. À l'extérieur, lorsque la nouvelle se répandit, les motards éclatèrent de joie. Les moteurs rugissaient, les klaxons retentissaient, et les cris de joie emplissaient l'air. C'était une victoire non seulement pour Ray et Ellie, mais pour tous ceux qui croyaient que la famille, c'est plus que de la génétique. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour au tribunal. La maison de Ray, qui autrefois était un espace silencieux fréquenté seulement par un homme solitaire et ses souvenirs, pulsait désormais de vie. Des sacs d'école dans le couloir, des baskets abandonnées près de la porte, l'odeur du petit déjeuner emplissant la cuisine chaque matin. De petits changements qui transformaient une maison en foyer. Ellie était assis à la table de la cuisine, des livres éparpillés devant lui alors qu'il révisait pour un examen de mathématiques. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, bien coupés, et il avait pris un poids sain. Ses vêtements ne pendaient plus sur son corps maigre, mais tombaient correctement sur des épaules qui semblaient porter moins le poids du monde. Mais le plus grand changement se lisait dans ses yeux. Il portait encore de la gravité, mais désormais une légèreté s'y mêlait, la possibilité de joie qui semblait autrefois impossible. « Comment ça va ?» demanda Ray en entrant dans la cuisine, les mains encore couvertes de graisse de l'atelier. Il avait réorganisé ses horaires de travail pour être plus présent, ne prenant que l'écart lui permettant de récupérer Ellie à l'école et d'être à la maison pour le dîner. « La géométrie n'a toujours pas de sens complet, mais j'y arrive, » répondit Ellie, mordillant le bout de son crayon en regardant un schéma compliqué.
Ray sourit en se lavant les mains à l'évier. Tu dis toujours que tu ne comprends pas, mais tu obtiens toujours de bonnes notes. Je pense que c'est juste ton côté perfectionniste. J'ai appris du meilleur, taquina Ellie, un sourire espiègle apparaissant sur son visage. La sonnette retentit, interrompant le moment. Ray alla ouvrir et revint suivi de Dutch et de 2 autres membres du club. Ils portaient des boîtes de pizza et des sodas, transformant la simple après-midi d'études en réunion improvisée. On ne pouvait pas laisser le garçon étudier le ventre vide, plaisanta Dutch, ébouriffant les cheveux d'Ellie de manière paternelle. En plus, nous avons des nouvelles. Ils s'installèrent dans le salon, l'espace devenant immédiatement plus petit mais infiniment plus accueillant avec la présence de ces hommes grands et bruyants. L'un d'eux alluma la télévision, passant sur une chaîne d'actualité locale. « Vous devez voir ça », dit-il en montant le volume. La reporter apparut à l'écran, debout devant un bâtiment gouvernemental. Aujourd'hui marque le lancement officiel du programme Pont d'Espoir, une initiative qui met en relation des jeunes en situation de vulnérabilité avec des mentors et des familles prêtes à aider. Le programme est né de l'histoire virale de l'adolescent qui a risqué sa vie pour sauver un inconnu et de la bataille judiciaire qui a suivi et capturé le cœur de la nation. L'écran montra des images de ce jour au tribunal, des centaines de motos alignées, puis des photos plus récentes d'Ellie et Ray ensemble lors d'événements communautaires. La voix de la reporter poursuivit sur les images. L'affaire a inspiré des changements législatifs, simplifiant le processus d'adoption et de tutelle pour les candidats qualifiés qui auparavant faisaient face à des préjugés basés sur l'apparence ou les associations. Plus de 200 enfants ont déjà été mis en relation avec des familles grâce au programme, et le nombre continue de croître. Ellie regardait l'écran, n'en croyant presque pas que cette histoire parlait de lui, de sa vie. Comment quelque chose qui avait commencé dans une ruelle sale par une nuit pluvieuse s'était transformé en quelque chose d'aussi grand. « Tu as changé le monde, gamin », dit Dutch, sa voix empreinte de fierté sincère. Peu de gens peuvent dire ça. « Je n'ai rien fait de spécial », répondit Ellie, mal à l'aise avec toute cette attention. « J'ai juste fait ce qui semblait juste. » Exactement, dit Ray en s'asseyant à côté de lui. Et c'est ce qui rend cela spécial. Tu n'as pas pensé aux conséquences, tu n'as pas calculé les risques, tu ne t'es pas demandé ce que tu en tirerais. Tu as juste vu quelqu'un dans le besoin et tu as aidé. C'est rare. Plus rare que tu ne l'imagines. Les nouvelles continuaient, montrant des interviews d'autres familles réunies grâce au programme. Il y avait un couple ayant adopté 3 frères et sœurs sur le point d'être séparés par le système, une femme célibataire devenue tutrice d'une adolescente handicapée, un vétéran ayant accueilli un garçon dont le père était mort en servant le pays. Chaque histoire était différente, mais toutes reliées par le même fil. La conviction que la famille est une question de choix, pas d'accident de naissance. Lorsque le reportage se termina, le groupe resta silencieux un moment, absorbant le poids de tout cela. Puis Dutch leva son verre de soda en un toast. Au garçon le plus courageux que j'ai jamais rencontré, et à l'avenir qu'il a contribué à construire. Tous levèrent leurs verres, et Ellie sentit ses joues rougir, mais ressentit aussi quelque chose de plus profond. Gratitude. Appartenance. But. Les semaines suivantes furent remplies d'activités. L'histoire avait touché tant de personnes que les invitations pour parler dans des écoles, des foyers et des événements communautaires arrivaient constamment. Au début, Ellie était réticent, mal à l'aise sous les projecteurs et l'attention. Mais Ray l'encourageait, expliquant que sa voix pouvait faire la différence pour d'autres garçons se trouvant là où il avait été. Lors d'une de ces conférences, dans un foyer pas très différent de celui où Ellie avait séjourné, il se retrouva face à face avec sa propre histoire reflétée dans les yeux de dizaines d'enfants. Il le regardait avec un mélange d'espoir et de scepticisme, voulant croire mais ayant peur d'être déçu. « Je sais ce que vous pensez », commença Ellie, sa voix d'abord tremblante mais gagnant en assurance. « Vous pensez que mon histoire est une exception, un conte de fées qui n'arrive pas aux gens ordinaires. Et je comprends cela, parce que je pensais la même chose. » Il fit une pause, regardant Ray qui se trouvait au fond de la salle, lui faisant un signe encourageant. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas de la magie. C'était un choix. J'ai choisi de croire qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Ray a choisi de me donner une chance quand il aurait été plus facile de ne rien faire. Et vous aussi, vous pouvez faire des choix. Vous pouvez choisir de ne pas abandonner, peu importe la difficulté. Vous pouvez choisir d'être gentil même lorsque le monde ne l'a pas été avec vous. Vous pouvez choisir de croire que vous méritez quelque chose de bien, parce que vous le méritez. Une petite fille leva timidement la main. Et si personne ne nous choisit? Et si nous restons invisibles pour toujours? La question frappa Ellie au cœur, car il se souvenait s'être posé cette même question silencieusement chaque nuit lorsqu'il dormait dans les rues. Il s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Alors tu te choisis toi-même d'abord. Tu te lèves chaque matin et décides que tu vaux la peine de te battre pour toi-même.
Et éventuellement, les bonnes personnes le remarqueront. Cela peut ne pas être rapide, cela peut ne pas être facile, mais ça arrivera. Je suis la preuve de cela. Des larmes coulèrent sur le visage de la petite fille, mais elle sourit, et Élie vit dans ce sourire la même étincelle qu'il avait portée pendant ses jours les plus sombres. L'étincelle tenace de l'espoir qui refusait de mourir. Après l'événement, tandis qu'ils rentraient chez eux, Ray resta silencieux. Élie le regarda et vit que l'homme était ému. « Ça va. » Ray s'essuya rapidement les yeux, forçant un rire. « Oui, gamin. C'est juste que, te voir là-bas, et dans les autres, étant la lumière dont quelqu'un avait besoin, ça me fait réaliser à quel point les choses ont changé. À quel point tu as changé ma vie autant que j'ai changé la tienne. Tu m'as sauvé, Ray. » Non, Élie. Nous nous sommes sauvés mutuellement. L'audience de révision arriva exactement 6 mois après la première décision. Cette fois, il n'y eut aucun drame, aucun rebondissement de dernière minute, juste un processus formel pour convertir la garde temporaire en garde permanente. La même juge Morrison présidait, et lorsqu'elle appela Ray et Élie à se présenter, un sourire sincère éclairait son visage. « J'ai reçu d'excellents rapports de votre part à tous les deux. Élie, tes notes se sont nettement améliorées. Tu participes à des activités communautaires, et d'après ce que j'ai pu constater personnellement, tu t'épanouis. Ray, vous avez démontré être exactement le type de tuteur responsable et aimant que nous attendions. C'est avec grand plaisir que je vous accorde la garde permanente. » Le coup de marteau résonna cette fois non pas avec tension, mais avec célébration. À l'extérieur du tribunal, un groupe plus restreint mais tout aussi dévoué de motards attendait. Ils étaient devenus une partie de la vie d'Élie, des oncles non officiels qui apparaissaient pour les jeux scolaires, aidaient avec les devoirs impossibles, et étaient toujours disponibles lorsqu'il avait besoin de conseils ou simplement de compagnie. Cette nuit-là, il y eut une fête au siège du club. Musique, nourriture, rires remplissant chaque recoin de l'espace. Dans un moment de calme, Élie sortit dans la cour extérieure, regardant le ciel étoilé. Ray le rejoignit quelques minutes plus tard. « À quoi penses-tu ? À comment tout a changé si rapidement ? Il y a 1 an, j'étais seul, sans avenir, sans espoir. Maintenant j'ai toi, cette famille étrange et merveilleuse, un but. Parfois, ça semble irréel. » Ray passa son bras autour des épaules d'Élie, un geste devenu naturel entre eux. « Tu sais quelle est la plus grande leçon que j'ai apprise de tout ça ? Que le courage ne consiste pas à avoir de la force physique ou à être dépourvu de peur. Il s'agit de faire ce qui est juste même quand chaque instinct te dit de fuir. Et tu as ça, Élie. Toujours eu. J'ai appris avec ma mère, dit doucement Élie. Elle disait toujours que la mesure d'une personne ne se trouve pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est prête à donner. Elle a élevé un fils incroyable. Et tu m'as donné la chance de devenir la personne qu'elle voulait que je sois. » Ils restèrent là un moment, dans un silence confortable, observant les étoiles. À l'intérieur, la fête continuait, mais ce moment leur appartenait. Un moment de réflexion, de gratitude, de reconnaissance du chemin parcouru ensemble. L'histoire d'Élie et Ray continuerait à inspirer des gens pendant des années. Elle serait racontée dans des cours sur l'empathie, dans des discussions sur la réforme du système de protection de l'enfance, dans des conversations sur la véritable signification de la famille. Mais pour eux, il ne s'agissait pas de gloire ou de reconnaissance. Il s'agissait de la preuve vivante qu'un seul acte de bonté peut tout changer, que le courage peut venir des endroits les plus improbables, et que parfois, la famille que nous choisissons est plus forte que n'importe quel lien de sang. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a rappelé l'importance de choisir la bonté même quand c'est difficile, envisagez de vous abonner à la chaîne. Parce que tout le monde mérite de se rappeler qu'il existe encore de l'espoir, qu'il existe encore de l'amour, et qu'il n'est jamais trop tard pour faire une différence dans la vie de quelqu'un.